Comme tu l'as dit, effectivement, Biopredict est une société assez ancienne qui, initialement, était partie un peu des connaissances de monsieur et madame Guillozeau et monsieur Chenet sur la possibilité de congeler des hépatocytes, ce qui était à l'époque déjà une certaine prouesse, et de les cultiver. Et donc, ça a permis, de travailler sur des modèles cellulaires en 2D. Et donc, ça a participé pas mal dans le développement de médicaments, puisque les boîtes pharmaceutiques, les entreprises pharmaceutiques ont besoin de modèles cellulaires, notamment pour la mise au point de médicaments, et ce, dans plusieurs étapes. Celle, bien sûr, dans les étapes de validation de l'effet de l'effet sur le foie dans le cadre de développement de médicaments qui sont à visée hépatique, mais également dans l'étude d'absorption, distribution, métabolisme, excrétion et toxicité. Alors pas dans toutes les étapes, mais alors là, c'est les fonctions hépatiques. Je pense que tout le monde ici est bien au fait. Donc, comme je disais, dans les différentes étapes du développement du médicament, et donc je vous parlais de l'ADMET. Et ici, donc effectivement, dans le cadre d'études du métabolisme comme de la toxicité, c'est important d'avoir des cellules hépatocytaires qui sont métaboliquement actives pour pouvoir étudier l'effet du métabolisme des médicaments, les absorptions des médicaments, les interactions médicamenteuses, les clairances et bien sûr l'hépatotoxicité. Alors les différents modèles actuels qui existent, alors ça c'était les modèles, les cellules hépatiques primaires qui sont soit provenant d'hommes, soit provenant d'animaux. Entre-temps, il y a aussi eu pas mal de lignées hépatiques qui ont été développées, et notamment, nous, à Biopredict, on travaille sur la lignée hépatocytaire EPA-RG, qui est une lignée hautement différenciée. Et depuis un certain nombre d'années, il y a aussi les cellules dérivées de souches qui sont intéressantes et qui sont potentiellement de bons candidats pour pouvoir étudier et développer des modèles en 3D ou sur les puces à l'avenir. Une bonne source de cellules. Donc, je vous parle vite fait, je vous montre rapidement l'isolement des hépatocytes, mais aussi des NPC, qui sont les autres cellules du foie. Donc, ça consiste à digérer les cellules, et on a d'un côté les hépatocytes et de l'autre les NPC. Et donc, ça permet de pouvoir étudier des cellules soit en suspension, qui sont au début, donc dans les 24 premières heures, effectivement, particulièrement métaboliquement actives, mais aussi on peut les cultiver en 2D. Ça permet de faire des études de toxicité sur une durée un peu plus longue. Le problème des cellules primaires hépatocytaires. Donc là, comme je vous disais, on a plusieurs possibilités. On a les suspensions, les monocouches. On peut en faire éventuellement des sandwichs, et ce qu'on appelle des sandwichs. Donc c'est sur du matrigel et du collagène, des sphéroïdes, et bien sûr dans des puces aussi. Les avantages de ces cellules primaires, c'est qu'elles ont une très bonne activité métabolique, tout du moins au début, qu'elles sont très bien caractérisées parce qu'elles sont connues depuis de nombreuses années et que les entreprises pharmaceutiques s'en servent énormément comme modèle. Le côté un peu négatif, c'est la durée de vie qui est très limitée et l'altération phénotypique au fur et à mesure de la culture. Donc on ne peut pas étudier pendant longtemps de la toxicité, par exemple. On a également un problème pour les donneurs d'avoir un certain nombre de cellules assez important. Et bien sûr, pour les hépatocytes animaux, il y a un problème éthique. Pardon. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Parallèlement, aussi dans le laboratoire de monsieur et madame Guillozeau, il y a eu une lignée hépatocytaire EPA-RG. Alors, il existe de nombreuses lignées hépatocytaires. EPA-RG est très intéressante parce qu'elle maintient un phénotype assez proche des cellules primaires, et parce qu'elle est cultivée aussi d'une manière un peu particulière, à savoir en 2 étapes. Il y a une étape de prolifération, comme dans beaucoup de lignées hépatocytaires, telles que HBG2, mais aussi on passe donc ça c'est le moment où on les fait proliférer, on en a de plus en plus, et après on passe à une étape de différenciation, où là on les pousse à acquérir un phénotype de type hépatocyte. Et
ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'en fait, on a deux types cellulaires. Là, je ne sais pas si vous voyez un peu des cellules qui sont un peu plus réfringentes, avec des petits côtés un peu lumineux comme ça. Et entre ça, on a des cellules qui ont un phénotype plutôt de type cholangiocyte. Donc, elles ont une activité métabolique qui est assez proche des cellules hépatocytes primaires. Et donc, leur avantage, c'est qu'on peut... et les activités métaboliques, et aussi, elles forment des canalicules biliaires. Alors, le problème, c'est la différenciation, c'est-à-dire que ça prend pas mal de temps. Donc ça, pour les laboratoires qui veulent étudier ces cellules-là, il y a la possibilité d'avoir un MTA et de travailler avec les cellules de la prolif jusqu'à la diff. Éventuellement, pour ceux qui veulent s'abstenir d'avoir cette durée de prolifération qui est un peu longue, on commercialise également des cellules HPR 116 qui sont directement différenciées, qui permettent de travailler directement sur les cellules qui présentent le bon phénotype. Les avantages de ce modèle, c'est bien sûr leur capacité à métaboliser les xénobiotiques, etc., ce qu'on veut étudier, leur phénotype très proche des cellules primaires. Donc on peut les cultiver pendant une longue période. Évidemment, le seul souci, c'est que ça représente un seul donneur et ça reste une lignée avec des petits défauts des lignées cellulaires, c'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions hépatiques qui ne sont pas complètement présentes ou qui ne sont pas présentes au niveau qu'on pourrait espérer comparativement aux cellules primaires ou à ce qu'on peut retrouver dans le foie. Finalement, la dernière, la dernière source d'hépatocytes que je vais vous présenter, qu'on n'a pas à Bioprédic, mais qui sera de toute façon un peu, je pense, plus présentée par la suite, ce sont les cellules issues de cellules souches. Donc on a plusieurs sources de cellules souches. Parmi les deux grandes sources, on va dire, sont les cellules souches de type cellules embryonnaires, et les cellules souches pluripotentes induites. Donc les différences, ce sont les cellules souches sont des cellules qui viennent d'un embryon, et les cellules pluripotentes induites, ce sont des cellules matures qu'on a fait en sorte de dédifférencier pour leur permettre d'avoir la capacité de se multiplier à l'infini et ensuite de donner naissance à plein de cellules différentes dans l'organisme. Donc ça, c'est un article, c'est une image d'un article que j'ai pris où il démontre comment, à partir d'IPS, je crois, et il y a aussi des cellules embryonnaires, ils arrivent à avoir des cellules de type hépatocyte. Alors, ça prend un certain temps, c'est un protocole qui est un petit peu compliqué, mais à la fin, on obtient des cellules qui se rapprochent, on appelle ça des hépatocytes-like cells, donc ça c'est en 2D, et qui ont un phénotype qui se rapproche des hépatocytes primaires. Et donc, ça peut servir de candidat aussi pour tout ce qui est cellules qu'on peut mettre dans les sphéroïdes, dans les puces, parce que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de disponibilité de ces cellules. Elles ont une prolifération très très importante. Forcément, si on prend une souche ou deux souches, on a une variabilité qui est très réduite. De l'autre côté, elles sont un petit peu difficiles à cultiver. Elles sont relativement chères du fait du protocole de différenciation à utiliser. Et il y a encore un petit peu de recherche à faire pour pouvoir les emmener jusqu'à un niveau de différenciation élevé, en tout cas sur les 2D. Après, je pense que justement l'avenir, c'est peut-être les sphéroïdes, un petit peu les puces, etc. Et c'est là où justement elles vont donner tout leur potentiel. Voilà, je vous remercie.